Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 4e étape du Tour du Pays Basque. On va revenir sur l'étape du jour, bien entendu, bilan des bleus top et flop comme d'habitude. On parlera de l'étape du lendemain. On fera également un petit point sur le Tour de la Sarthe. Également, on aura quelques petites choses à dire sur cette étape. Et puis, voilou. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, dans les commentaires, vous marquez pas de me couper les cheveux. Hein. J'ai vu ça là, il y a 2 jours. Enfin, hier. Bon, ça a un peu d'intérêt. On parle cyclisme. Hein. On parle de la vidéo, pas de trucs qui est à côté. On s'en fout de ma coupe de cheveux. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, donc dans les commentaires vous me dire ce que vous avez pensé de la course, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. En passant, il y aura des images sur la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y avait des trucs à mettre en image quand j'ai pas de trucs à mettre en image, ou parfois j'ai pas le temps. Hier c'était avant-hier c'était un peu des deux, mais hier j'avais rien à mettre en image dans la vidéo, je mets pas d'image d'illustration de la course. L'étape sympa. Étape sympa, alors un peu le même, l'arrivée est un petit peu similaire à hier, hein. On a eu un petit peu les mêmes prétendants, j'ai envie de dire, à part le coureur de Kararoural, sinon le top 10 est assez similaire. Et puis une course peut-être un peu plus linéaire aujourd'hui, avec une échappée qui a bien résisté. On avait une belle échappée au départ aussi. Et puis un final qui était intéressant avec cette dernière bosse, bon, qui était un peu loin de l'arrivée, mais qui était assez sympa. Le pied de cette bosse, la première partie qui était très compliquée. C'est là où s'est échappé Victor Lafay, et puis un Victor Lafay qui a résisté presque jusqu'au bout, rattrapé dans le dernier kilomètre par le peloton. Et puis un vainqueur différent, mais c'est vrai avec un final qui était assez ressemblant à ce qu'on a vu dans les derniers jours. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être répétitif. Demain, ça ne sera pas la même chose, je pense. Demain, il y aura une belle bagarre dans le final. Ça ne sera pas un sprint. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Julien Lafilippe, encore deuxième. Cette fois-ci pour pas grand-chose. Ça se joue à un petit bout de boyau. Cette photo finish. Là, le problème d'Alaphilippe, c'est pas trop les lanceurs, parce que UAE roulait vite. Alors Remco a fait le dernier kilomètre, mais de toute manière, même UAE emmenait avec un bon train. Le problème, c'est qu'il y avait Ulissi entre lui et Martinez. Et ce qui fait que pour battre Martinez, il fallait qu'il remonte Ulissi et en même temps qu'il dépasse Martinez, et qu'en 200 mètres, c'était pas assez suffisant. Je pense aussi qu'il a été gêné à 300 mètres de l'arrivée. Il y a une courbe sur la droite où il se fait un petit peu tasser à ce moment-là, où il joue un petit peu des épaules. Ça l'a peut-être gêné sur la suite de son sprint à Julien Lafilippe, mais confirmation, les jambes sont bonnes. Confirmation, il y a un moment où il a suivi une attaque aussi, c'était solide du côté de Julien, donc vraiment la forme est là, et c'est plus que rassurant pour les Ardennaises. Il sera l'homme à la pancarte sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est clair et net qu'il fera partie des favoris, Julien, parce que la condition physique est bonne, les jambes sont là, la vitesse sur les sprints est là aussi, parce que bon, il fait deuxième 2 fois quand même, vainqueur aussi d'une étape. Et puis pour le classement général de ce Tour du Pays Basque, certes on dit bon, c'est Van der Poel qui joue le général. Bon, peut-être. Malgré tout, Alaphilippe, il est revenu 9e. À 22 secondes désormais du leader de la course qui est Roglic. C'est pas mal quand même, 22 secondes. On a rappelé qu'il est parti avec 44 ou 48, je ne sais plus, après le contre-la-montre. On pourrait même se dire qu'on pourrait avoir des regrets suite à ce contre-la-montre. Et puis comme il y a des belles difficultés, mais il n'y a pas forcément une grosse montée, on est aux Pays-Bas sur des montées de 5-6 km, ça risque de se jouer pour pas grand chose, et ça va être très intéressant avec un Remco qui certes n'est qu'à 5 secondes, mais qui a déjà dépensé pas mal d'énergie. Donc Julien, certes techniquement il joue pas le général, mais il est quand même pas loin, pas si loin que ça. Si Evenepoel a un problème, ça peut faire un bon leader de rechange. Je poursuis avec Victor Lafay.
Victor Lafay, belle journée à l'avant, hein, dans l'échappée matinale, qui était une grosse échappée, hein, c'était une échappée à 15, donc c'est pas étonnant de voir un coureur comme Lafay bien résister dans le final face au peloton, parce qu'il a perdu qu'une minute dans les 10 derniers kilomètres, donc le théorème de Robert Chapat s'est bien appliqué. Malgré tout, pour Victor Lafay, il y aura bien entendu un petit regret de se faire reprendre à 1 kilomètre, mais quand il sort dans la dernière montée, c'est costaud, hein. C'est costaud le Victor Lafay, hein. Moi je vous le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui on le met comme grimpeur. Tirreno, là encore, l'arrivée sur le Giro l'année dernière quand il gagne, ce sont quand même plus des montées de puncher que des montées de grimpeur. Pour moi, il a presque plus des qualités. Alors c'est un grimpeur puncher, mais il ne faudrait pas négliger ses capacités de puncher sur les montées comme ça d'1,5 km, 2 km. Il est très fort. Et là, c'était le cas, parce que c'était les 2 premiers kilomètres qui étaient durs, et puis après c'était un faux plat montant, et c'est là où il fait l'écart par rapport à Armirail, qui pourtant est en forme, Bruno Armirail, mais qui n'a pas réussi à suivre la route de Victor Lafay, parce qu'il a des qualités de puncher qui sont bien meilleures. Geraint Thomas non plus n'a pas suivi. Donc ça montre que je pense que Victor Lafay a des bonnes qualités de puncher. Alors après, voilà, il se fait reprendre. Mais quand même une belle journée à l'avant. Pardon pour le français, puis c'est pas passé loin. Là aussi, c'est un coureur qu'on va encore voir, Victor. Alors déjà, je voulais regarder. Non, il est encore loin au classement de la montagne. C'est pour le moment Christian Rodriguez qui est en tête. Mais je voulais voir son programme. C'est Paris-Camembert le 12 avril. Et je pense qu'ensuite, on attendra Paris-Camembert pour savoir si on l'emmène sur les Ardennaises. C'est un coureur qui peut être intéressant sur les Ardennaises. Victor Lafay. Et je me disais un truc comme ça, parce que je réfléchissais cheveux. Disons, il faut avoir les cheveux bouclés et légèrement longs pour courir chez Cofidis, parce que Victor Lafay, Guillaume Martin, putain, ils veulent me copier ma coupe de cheveux, dis donc. Je vais envoyer un mail à Cédric Vasseur. L'équipe de Cofidis essaie de copier ma coupe de cheveux. Ils sont encore un peu plus courts quand même. C'est un peu moins long. Mais je me faisais la réflexion comme ça que Victor Lafay a une coupe de cheveux assez proche de Guillaume Martin, je trouve. Passer ce petit détail capillaire. On peut noter également la belle forme de Yonis Aguirre, toujours dans le top 10 du général, Yad. Ça, c'est également une belle satisfaction de la part de Cofidis. Toujours l'objectif de marquer des points UCI, c'est très important. On poursuit avec David Gaudu, plus-moins pour David Gaudu. Un peu plus en difficulté, j'ai eu l'impression aujourd'hui, David, qui était à l'arrière du peloton, 25e. On sait que c'est pas le coureur qui a la plus grande pointe de vitesse, pour ceux qui se souviennent des Jeux Olympiques et de cette magnifique stratégie de la course en ligne. Mais même dans la montée, les quelques fois où je le voyais, j'essaie de gaffer un petit peu dans le peloton de coureur de la Groupama, je le trouvais un peu moins bien que d'habitude, un peu moins bien placé. Donc il faudra voir si c'est juste parce que l'étape lui convenait un peu moins et qu'il savait qu'il y avait moins de chances que ça sorte qu'un leader sorte. Ou est-ce que oui, il y avait un peu de fatigue aujourd'hui suite à sa période sans course qui a quand même duré 2-3 semaines pour Gaudu, donc ça a été peut-être un peu long et il a peut-être pris un peu de retard sur sa préparation. On poursuit avec le flop du jour du côté des Français, c'est Pierre Latour. Pierre Latour qui a fini à 9 minutes aujourd'hui, donc plus de chance du côté du général. On est donc de nouveau à moins 5 du côté du classement du point JR. Pour Pierre Latour aujourd'hui, c'est frustrant parce qu'il était bien classé au général et tu as l'impression qu'en plus sur ce Tour du Pays Basque, je pense avec les montées qui étaient moins longues, ça pouvait vraiment le faire pour Pierre Latour dans un top 10, ce qui aurait été vraiment rassurant. Et puis là, il tombe dans une descente. Alors ça allait vite, c'était une descente assez rectiligne, ça allait vite. Mais là où il tombe, je pense qu'il a dû toucher la roue d'un mec devant ou derrière, parce que très clairement, j'ai pas eu c'était pas un endroit technique, quoi. Alors soit il y a eu un trou, mais il est tombé à très forte vitesse
il était bien râpé. Il s'est fait, enfin voilà, on voyait que la chute, il s'est bien fait mal. Pierre Latour, on va voir ensuite demain s'il peut repartir et quelle sera sa condition physique. Mais c'est frustrant parce qu'il tourne autour depuis le début de saison en termes de victoire. Hein, il a fait beaucoup de top 10. Il tourne autour aussi sur les générales des grandes courses comme ça d'une semaine, Tour du Pays Basque, Tour de Catalogne, il n'y était pas, mais sur ces courses-là d'une semaine où on a des difficultés peut-être un peu moins longues, on sent qu'il est pas loin, mais il lui manque quelque chose. Et puis forcément, tomber dans cette descente, ça va lui retrotter dans la tête et ça va bien entendu poser des inquiétudes, que ça soit pour lui, mais même ses équipiers, parce que ses équipiers, dès qu'il y aura une descente un peu technique, en début de journée, ils le sauront, et se diront, allez, est-ce que je vais me sacrifier vraiment pour Pierre Latour, parce que je sais qu'il va se router, quoi. C'est aussi une question qu'on peut se poser, donc voilà, c'est vraiment dommageable pour Pierre Latour, et puis bon, faut voir s'il n'y a pas une blessure qui va ressurgir pendant la nuit et des grosses douleurs qui l'obligeront à abandonner. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Alors, je m'excuse juste si vous entendez du vent, mais c'est juste la tempête par chez moi, donc je peux pas faire grand-chose, la fenêtre est fermée. Il y a du double vitrage, mais si vous entendez un petit peu de vent, c'est que ça souffle au moins à, je dirais, 80-90 km/h. Je plains les gens qui sont proches de la mer là aujourd'hui, parce que ça doit souffler très fort. Je commence avec Daniel Felipe Martinez. Tiens, j'ai oublié avec Latour. C'était Pierre Latour, Guillaume Di Grazia, c'était pas Pierre Roland. Non, Pierre Roland, il est sur le Tour de la Sarthe. Non, parce que ça m'a fait marrer. Alors je sais que j'étais sûr qu'il y a des gens qui allaient le balancer sur Twitter, ça m'a fait un peu marrer parce que c'est vrai Guillaume Grazia. Et puis c'est surtout ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il dit Pierre Latour, il dit Pierre Roland 2-3 fois à manquer. Mais David Moncoutier ne l'a jamais contredit. C'est-à-dire que David Moncoutier continuait. Comme s'il voulait pas contredire le chef, le patron. Enfin, c'était assez drôle, je trouve. Du côté de Daniel Martinez, ça nous arrive tous à être fatigués et à faire des erreurs sur les cours. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est quand il y en a 40 par jour. Mais quand il y en a une, on est tous fatigués de temps en temps. Du côté de Daniel Felipe Martinez, inquiétant pour les Ardennaises. Inquiétant pour les Ardennaises parce que la Sky a peut-être enfin l'arme pour gagner Liège-Bastogne-Liège. Parce que les Ardennaises, ça a toujours été avec les Flandriennes, ça a été un peu je t'aime moi non plus. Je dirais autour d'Ineos Sky, il y a eu des années où ils étaient très bons sur les Flandriennes. On parlait notamment de Geraint Thomas en 2014 qui avait fait 2 top 10. Des fois, c'était un peu plus compliqué, mais sur les Ardennaises, à part Kwiatkowski, j'ai pas souvenir qu'ils aient eu des bons résultats. Et encore, ouais, Kwiatkowski, mais j'ai pas eu souvenir qu'ils aient eu des très bons résultats sur les Ardennaises. Il y a Coco, parce que là, il fallait la gagner l'étape, parce que derrière lui, il y avait Alaphilippe, il y avait Ulissi. Il fallait réussir à battre ces deux mecs-là. Alors, il prend la bonne roue, il prend la roue du train UAE, ça c'est très bien fait de sa part, mais oui, il fallait gagner cette étape. Elle n'était pas facile, Donc bravo Monsieur Martinez, et puis Martinez. Alors même si Egan Bernal enchaîne un peu les heures de vélo, on le voit sur les réseaux sociaux, Daniel Felipe Martinez pour le Tour de France, on est d'accord que si Ineos le prend, ça sera pas pour être quatrième larron de l'équipe. Et puis de toute manière, vu comment on a roulé aujourd'hui, on l'estime à la même valeur qu'Adam Yates. Ça c'est clair et net dans cette formation. De toute manière, on connaît toutes ses qualités. Quand tu fais 5e du Giro en étant lieutenant de Egan Bernal, c'est que tu as un sacré niveau. On peut être également rassuré du côté d'Ineos par Geraint Thomas. Très bon Geraint Thomas aujourd'hui. Le coureur britannique qui était dans l'échappée. Ensuite, il a un peu travaillé et puis fini dans le groupe des leaders. Donc ça, c'est également une belle satisfaction pour Geraint Thomas. Mais il était pas mal dans l'échappée, je trouve. Ça fait depuis le début de la semaine qu'il est bien, Geraint Thomas. Peut-être un peu moins sur le contre-la-montre, mais qu'il est bien. C'est rassurant sur sa condition physique.
Après, bon, j'étais pas non plus hyper inquiet sur Geraint Thomas. C'est vrai que certains s'étaient inquiétés au mois de mars. Bon, je l'avais dû le mettre une fois ou deux en flop, mais j'avais dit, faites gaffe, Geraint Thomas, c'est pas la première fois où il fait des mois de mars catastrophiques. Donc voilà, avril, un petit peu meilleur. Et puis bon, sur les courses d'une semaine, ça reste un cours intéressant. On se souvient que l'année dernière, le Tour de Romandie notamment. La question est de savoir maintenant quel est son rôle du côté d'Ineos. J'ai quand même l'impression que c'est plus un leader, qu'on le considère maintenant comme un équipier, ce qui est triste. Mais je pense que c'était également la condition sine qua non pour renouveler son contrat l'année dernière. Donc désormais, Geraint Thomas est un équipier. Je poursuis avec Roglic. C'est vrai que hier, Roglic, je l'avais pas trouvé incroyable sur le sprint. Alors que Roglic a quand même, bon, c'est pas le plus grand sprinter du monde, mais il a quand même pas mal de puissance. C'est un coureur qui est puissant, donc qui est capable de, dans des sprints en petit comité, faire du bon boulot. Mais hier, je l'avais trouvé été discret, même devancé par Vingegaard. Je m'étais dit, le leader, c'est peut-être plus Vingegaard que lui, au final. Bon, et puis là, aujourd'hui, il fait quand même 4e de l'étape. Sans être hyper bien emmené en plus, contrairement à Ulissi, donc très belle performance de la part de Roglic, même si au niveau du classement général, les écarts se réduisent de nouveau, avec Evenepoel à 5 secondes, Martinez désormais à 11 secondes, Vlasov 14, Yates 18, Bilbao Vingegaard 19, Izagirre 20, Alaphilippe 22 et 32 pour Gaudu. Donc autant vous dire que ça reste encore très 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 serré, on a 13 coureurs en moins d'une minute. Et Marc Soler, qui est 14e, est à 1,08. Donc c'est pas encore incroyable, même si Marc Soler, on sait qu'il est limité en montagne. Tu m'aurais dit Alaphilippe à 1,08, je t'aurais dit. Ouais, bon, c'est Alaphilippe. Là, on connaît les limites de Marc Soler. Mais du côté de Roglic, à part cette mauvaise nouvelle au niveau du classement général, pour le moment, j'ai l'impression que la forme est quand même pas trop mauvaise. J'ai l'impression aussi que d'avoir roulé en février était une bonne idée pour le coureur slovène. Et puis je termine avec le dernier coureur qui a fait une belle performance aujourd'hui. C'est notre ami Orluis Aolar, le Vénézuélien de la Cara Rural. C'est la deuxième fois que je le mets en top cette semaine, le coureur de la Cara Rural. Belle perf encore, 6e devant Guerrero, devant Rudy Mollard, qui fait une belle semaine pour le moment, Rudy Mollard aussi, devant Uran, devant Brandbila. Juste derrière Bilbao, Roglic, Ulissi, Alaphilippe, Martinez, il y a Pierre comme 6e place quand même pour Coco. Il poursuit son apprentissage presque. C'est sa 3e année chez Cara Rural, mais il fait vraiment pour l'instant une belle course. C'est intéressant, coureur qui est sans contrat pour l'année prochaine, pour le moment. Donc coureur qui peut être intéressant. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de grands résultats, mais il fait un grand début de saison 2022, 4e de la première étape de Grand Camino, 6e du Tour de la région de Murcie, Volta de Aleteio, on en avait parlé, puis en 2021, que je regarde, est-ce qu'il avait eu des grands résultats ? 2e de la 2e étape de la route d'Occitanie à Auch, 2e de la première étape de la route d'Andalousie, 15e du général du Tour de Hongrie. Alors, il y a eu quand même quelques résultats déjà pour le coureur vénézuélien. Donc, coureur qui a une bonne pointe de vitesse, bon puncher. Voilà, un coureur qui est un petit sprinter qui passe bien les bosses. Ça peut intéresser des équipes. Peut-être un peu dans le style, pour ceux qui se souviennent, de Leonardo Duque, qui était mi-sprinter, mi-puncher. On n'a jamais vraiment su quelle était la catégorie dans laquelle il fallait classer Leonardo Duque. Ça remonte, Duque, c'était les années 2000, ça. C'est toute ma jeunesse. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Ça a été dur aujourd'hui de faire les bonnets d'âne, parce que du côté des favoris, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Alors, j'ai pris des seconds couteaux, on va dire, du côté des bonnets d'âne. Donc on va essayer d'aller rapidement sur les bonnets d'âne. Je commence avec Higuita. C'est fou quand même, en 10 jours, un peu plus de 10 jours peut-être quand même, entre la fin du Tour de Catalogne et le début du Tour du Pays Basque, comment on peut passer d'un coureur qui gagne quand même un Tour de Catalogne, certes pas exceptionnel en termes de parcours,
mais où il y avait quand même Carapaz et bon, quand même quelques autres coureurs. Et puis il était en grande forme parce que faire le numéro qu'il a fait lors de l'étape du samedi, voilà, il fallait le réaliser et être nulle part sur cette course. C'est-à-dire que là, il lâche encore assez loin de l'arrivée, sans avoir, j'ai l'impression, fait un gros travail pour aider Vlasov. C'est assez étonnant. Du côté d'Higuita, alors c'est quand même un peu moins pire que Kemna, parce que là, Kemna est vraiment inexistant sur cette course. Mais du côté d'Higuita, surpris. Surpris, voilà, que en 10 jours, bah, il soit passé de vainqueur du Tour de Catalogne à 60e ou 70e du Tour du Pays Basque. Alors peut-être qu'il est tombé malade à la fin du Tour de Catalogne, puisque les conditions sur certaines étapes n'avaient pas été bonnes. Peut-être aussi qu'il a fêté sa victoire, et puis que bon, pendant 2-3 jours, on n'a pas été totalement s'entraîner, et puis bah, le contre-coup derrière. Peut-être aussi qu'il a été très fatigué à cause de son dernier week-end du Tour de Catalogne, mais Ita, pour le moment, il n'est pas là. Deuxième flop du jour, Mauri Van Sevenant. Alors pourquoi Mauri Van Sevenant? Je le trouve... Alors il était dans l'échappée, hein, Van Sevenant avec Geraint Thomas, lâché très tôt dans l'échappée, et depuis le début de saison, je le trouve vraiment pas incroyable. Alors vous allez me dire, je m'attaque tout le temps à la Quick Step, mais là je vais pas m'attaquer à la stratégie de la Quick Step, je vais mieux m'attaquer physiquement à Van Sevenant. C'est pas le Van Sevenant de l'année dernière, et encore... Enfin voilà, il n'est pas présent là, hein, pour le moment. C'est vrai qu'on peut être inquiet autour d'Alaphilippe, c'est l'équipe pour les Ardennaises, hein, parce que bon, De Venance, ça reste un peu léger. Hein, quand tu vois l'armada que va avoir UAE, c'est vrai que ça peut être un problème pour Alaphilippe. Mais en plus, Van Sevenant, c'est un coureur important dans ce type de course, et là, pour le moment, nulle part. Nulle part, hein, il est... alors que je le retrouve. Hop, il finit 64e à 3 minutes 36, mais au général, est-ce que c'est... il n'est pas encore marqué au général. Au général, il est très loin. Hein. Il est 48e à 11,34, Mauri. Donc vraiment, vraiment pas fou. Et puis depuis le début d'année, je l'ai rarement vu performant. À deuxième, ça va être la classique de l'Ardèche. Mais Paris-Nice, oui, il fait 4e du classement des jeunes, c'est quand même pas foufou. Sur le Tour d'Andalousie, il a fini 8e, mais je l'avais trouvé un peu en retrait par rapport. Voilà, c'était quand même pas la start list de l'année. Mais bon, après, il était en retrait, je me suis dit, bon, dès le 15 février, on peut attendre encore un petit peu, mais sur Paris-Nice, on ne l'a pas vu, là encore. Assez inexistant, je trouve, sur ce Tour du Pays Basque. C'est un peu inquiétant avant les Ardennaises. Et puis, lui, il va être équipier sur le Giro. Donc, ça serait bien de retrouver un peu de conditions physiques parce que là, je le trouve vraiment pas bon, Mauri Van Sevenant, alors que c'est un coureur que j'apprécie énormément. Et puis, je termine avec Anton Toulouk. Encore un abandon pour Anton Toulouk. Pourquoi je vous le mets? J'ai lu une statistique qui est absolument dingue. Alors, je vais la retrouver dans le live stat. Avec Toulouk. Faut que je remonte un petit peu. C'était encore avant ça. C'était loin de l'arrivée encore. Là, je suis un peu trop loin par contre. C'est Anton Toulouk qui a quand même une statistique assez incroyable, alors qu'il a abandonné la course. 25 abandons dans sa carrière. Alors après, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire à ce niveau-là, le cours de la Trek. Alors j'ai regardé un petit peu. Parce que je me disais, bon, c'est parce qu'il doit avoir une énorme carrière. Il a commencé en 2015. Bon, il est en World Tour que depuis 2017. Donc ça fait pas hyper longtemps. Il a 27 ans. 25 abandons dans sa carrière. On est loin quand même du Anton Toulouk des premières années. Je dirais 2018, 2019. Ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de retrouver Anton Toulouk. Et bah, c'est à part le Tour d'Andalousie l'année dernière, c'est quand même compliqué. Et pourtant, tu te dis, bon, il a changé d'équipe, il a changé d'air. Chez Trek, il y a en plus des opportunités, je pense. Mais là encore, complètement absent. Donc, c'est un espoir qui commence à être inquiétant parce que les espoirs qui n'arrivent pas à concrétiser ensuite derrière, bah, les espoirs déchus, j'ai l'impression que Anton Toulouk
il rejoint peut-être les Robert Rezink et autres qu'on a cru aux Pays-Bas futur grand leader. Et puis bon, aujourd'hui, on s'aperçoit quand tu regardes le palmarès de Rezink ou le palmarès de Toulouse, depuis 3 ans, Toulouse c'est quand même un peu flop quoi, hein, pour le coureur néerlandais. Et là, ouais, bah, encore un abandon, 25e abandon dans sa carrière, ça fait quand même beaucoup. Par contre, on peut souligner que Alisson a fini dans le premier peloton, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, l'équipe avait été assez discrète. On passe à l'étape 5, l'étape de demain. Du côté du Tour du Pays Basque, on partira de Igueteam par Kezamudio jusqu'à Malabia. 163 km, étape beaucoup plus musclée qu'aujourd'hui, avec 2 côtes de deuxième catégorie, 3 côtes de troisième catégorie, mais également 3 difficultés qui ne sont pas répertoriées au classement de la montagne. Une arrivée au sommet également, et puis on a le Caribieta, 6 km 8 à 5,4% de Mayenne, notamment. Il y a des beaux petits repdards là, hein, quand même sur cette étape. Je pense qu'on n'aura pas le même scénario qu'aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'on ait un sprint à 15 coureurs dans le final de cette étape. Enfin, j'espère pas, parce que sinon il y a vraiment des personnes qui vont regretter d'avoir regardé ce Tour du Pays Basque, qui vont trouver que c'est très répétitif. On passe à notre point sur le Tour de la Sarthe, notre point, on va dire, habituel. Tour de la Sarthe que vous pouvez retrouver sur la chaîne Le Mans, la chaîne LM Sarthe, un truc comme ça. C'est un truc comme ça qui s'appelle la chaîne de la Sarthe. Vous pouvez les retrouver sur Dailymotion. Bon. Faut faire avec Dailymotion, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai dû relancer mon stream. Enfin, le stream, j'ai dû le relancer, je sais pas, 10 fois encore. Ça fait depuis 3 jours que je regarde, 3 jours que je relance le stream 10 fois, 15 fois en 45 minutes, quoi. C'est extraordinaire. Et puis bon, faut faire aussi avec un Antoine Besson. Alors Antoine Besson, qui se présente quand même comme champion du monde presse 2021. Alors, il est peut-être champion du monde presse 2021, mais c'est pas le champion du monde des commentateurs, hein. Chiche, vous savez que souvent je me plains de certains commentateurs, de certains journalistes même de France Télévisions, mais au moins il y a de la vie. Là c'est le néant abyssal, quoi. Et puis il a le même défaut que les commentateurs de France Télé, c'est-à-dire de s'exciter vraiment dans le dernier kilomètre, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y a quand même des moments où c'était pas l'étape d'aujourd'hui, mais l'étape de lundi, enfin de mardi plutôt, la première étape, où il a laissé des blancs d'une minute, 1 minute 30, où il se passait, enfin il parlait absolument pas, il n'y avait pas de débat sur rien. Bon, ok, Coco c'est du commentaire sportif, hein, donc à un moment il faut un peu mettre d'énergie. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient être à ta place, Coco, donc faut à un moment montrer que voilà, tu es compétent. Je trouve que c'était... Et c'est pas fou hein, au niveau des commentaires. Alors aujourd'hui, au niveau du résultat, encore un très grand Matt Pedersen, parce qu'il est sorti au moins à 250 mètres de l'arrivée, le coureur danois, devant un grand Kevin Vauquelin qui a fait le kilomètre, qui a tout tenté dans le dernier kilomètre, et ça a failli marcher, hein, ça se joue là aussi un peu comme la photo finish que je vous ai montré tout à l'heure. Cavendish, 3e, pas aidé par son équipe. Je trouve Cavendish, vraiment, du côté de la Quick Step cette semaine, c'est pas l'idéal. Paul Panouet, bien. 4e, hein, aujourd'hui c'était lui qui sprintait, c'était pas Velten. Et puis Olaf Koy, Venturini, Lorenzo Manzin, Vandenberg, Thomas Bouda. Et au général, Pedersen a désormais 23 secondes d'avance sur Vauquelin, qui est à égalité avec Cosnefroy et Zinglé. Luc Plapp et Goujard à 28 secondes, Pinot à 29 et Sean Quinn, Olaf Koy 30 et 40 secondes. Laurent Pichon à 41 secondes au général. On passe à l'étape de demain, ça sera encore une étape toute plate. On sera entre la chapelle Saint-Aubin avec une première grande boucle et puis ensuite un circuit beaucoup plus urbain qui fera une dizaine de kilomètres comme ce qu'on a eu un petit peu tous les jours. La chapelle Saint-Aubin, c'est à côté du Mans, c'est à l'ouest du Mans. Après, bon, c'est pas un circuit extrêmement difficile, c'est un peu plus compliqué que lors des derniers jours. Il y a une petite bosse dans le final. Bon, ça m'étonnerait que Pedersen perde 23 secondes, mais il faudra quand même faire attention au vent qui sera encore très fort demain, notamment sur la région de la Sarthe.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour faire le débrief de cette étape. Je ferai également le débrief du Grand Prix de l'Escaut, voilà, que je vais regarder ce soir. J'ai commencé à le regarder un petit peu ce matin, je vais terminer de le regarder ce soir. Je vous ferai un petit débrief du Grand Prix de l'Escaut, donc demain, et ça tombera, je pense, vers 15h, 16h, pour ce débrief du Grand Prix de l'Escaut. Allez, ciao ciao sur la Malik Production.